C'est un mauvais garçon qui a des façons pas très catholiques. On a peur de lui quand on le rencontre la nuit. C'est un méchant petit gars qui fait du dégât, sitôt qu'il s'explique. Ça joue du poing de la tête et du chausson, un mauvais garçon. Je travaille de Lévis en sortant de l'école. En 15 ans, à 15 ans. Et c'était en quelle année du coup? Oh, ben, c'était tout de suite, je sais plus quelle année, un peu 1940 quoi. Par là. Dans les vignes de mes parents, oui. Exactement. Alors j'habitais à un moment-là, j'habitais à Maurice-Saint-Denis. Parce qu'il y avait des vignes ici à Gevrey aussi. C'était différent, il fallait venir avec un cheval. On perdait beaucoup de temps. C'était la vie comme ça, quoi. Est-ce que maintenant, avec un tracteur, ça va plus vite. Voilà. Oui, mes parents étaient de Gevrey, et puis ils avaient des vignes qu'à Gevrey, donc quand il n'y avait pas d'école, ils nous emmenaient. Hein. Entre deux rangs, ils mettaient une toile pour peut-être nous tenir un peu à l'ombre, et puis mon fond, on passait ce tantôt-là. Ouais. Ben, assez tôt quand même. 12-13 ans. Oui, 12-13 ans. Ouais, Oui. il n'y avait pas d'école, sortait du primaire. Et puis mon père, eh ben, il m'emmenait, puis il m'occupait. Et puis bon, j'avais plaisir, je travaillais. J'essayais de faire comme lui. Le 16 décembre 1933, ça a été, d'après mon père, ça a été la plus mauvaise récolte qu'il ait fait dans les 20 années qui ont suivi. Et donc j'étais le maillon de la chaîne, j'étais le 5e maillon de la chaîne de la famille, puisque mon arrière-grand-père a été le premier président de la Société de secours mutuel, dite de Saint-Vincent. Donc je ne l'ai évidemment pas connu. Ensuite, donc, il avait une fille qui était mon arrière-grand-mère, et cette fille était orpheline autour des années 1870, et elle s'est mariée donc avec le premier Louis Trappet, qui était donc mon arrière-grand-père, que je n'ai pas connu parce qu'il est mort en 1916, pendant la guerre de 14, et qui venait de Chambol. On allait aux vignes très jeunes. Pendant les vacances, alors ça a commencé pendant les vacances de février, je me rappelle, on allait, quand on était à l'école à Gevrey, on allait attacher les branches. Ça, c'était un travail que les jeunes faisaient. Vous savez, à ce moment-là, dès l'instant qu'on pouvait travailler, on y allait. Hein. On n'attendait pas les 16 ans ou les 18 ans. Voilà. Donc il y a eu, on commençait déjà, donc je commençais à aller relier, hein, pour le mois de juin, juillet. Donc à partir du 14 juillet, on était en vacances, et là, jusqu'à la veille des vendanges, on allait aider aux vignes à passer les branches à l'intérieur des fils de fer, par exemple. Alors moi, j'ai été un privilégié, je dois le dire, parce que j'ai eu une scolarité un peu plus soutenue que beaucoup, parce que la plupart, ils allaient jusqu'au certificat d'études, et puis le certificat d'études en poche, ou pas, ils allaient aider les parents, donc ils devenaient vignerons. Tandis que moi, j'ai eu la chance d'aller au lycée viticole de Beaune. C'était une chance que j'ai eue, je l'ai toujours pris comme ça. Alors donc moi j'étais au lycée viticole, ça durait 3 ans, donc ma promotion c'est 49. Donc au début, eux, c'était tout à la main. Après, ils ont eu un cheval de cycle, la marquise, Oui. à la fin. Ça. Oui. Et quand au début, ils n'avaient pas de cheval, qu'ils en ont prêté un, il fallait emprunter un cheval une journée et rendre 2 jours de travail à la main. 2 jours de travail. Oui. Et des fois, ils arrivaient aussi, quand ils avaient un cheval, à échanger avec l'agriculture. Parce que dans la vigne, tu te servais du cheval, mais en ce moment,
Et l'agriculture n'avait pas besoin. Donc ils arrivaient à échanger du foie de cheval. Ouais. Ah, c'est vrai, il y avait beaucoup de vignes friches. Hein. Et puis les chevaux, au début, il y a eu des chevaux un peu avec des tares, Oui. parce qu'il fallait beaucoup de chevaux, donc ça se multipliait vite. Et il y a des chevaux qui étaient sympathiques, des autres qui n'y étaient pas. Le travail à la main, il fallait tailler. Au départ de l'année, tailler. Après, quand ça commence de pousser, il faut tenir les branches pour pouvoir passer dans les rangs de vigne. Voilà. Tailler, puis couper à la main, il fallait avec les cisailles. Tandis que maintenant, avec les tracteurs, ça va beaucoup plus vite. C'est ça. On en fait beaucoup plus. Et c'est peut-être aussi fatigant, certainement. Alors, ça c'est les années 1934. Il y a eu beaucoup de méventes et il y a beaucoup de vignes qui ont resté en friche, qui ont pu être cultivées. Donc, les jeunes générations, on cherchait justement à acheter cette parcelle de vignes et puis on les défonçait, ça veut dire on les cultivait à la main. Défoncer, c'est cultiver plus profond pour pouvoir mettre un pied de vigne. Hein? Ben, c'est le moderniste, hein? Hein? Le vigneron dans le temps, il piochait sa vigne au large. Ça veut dire qu'il avait un outil, puis il piochait au large. Hein? Après, il y a eu le cheval qui est venu, donc c'était une réussite. Hein? Donc, il piochait moins. Et puis il y a eu aussi les défonçages. Pour planter une vigne, il fallait remuer la terre sur 50 cm. Hein, pour que le pied de vigne, qui faisait 30 cm, il entre bien dedans, et puis que la terre soit bien meublée. Alors au début, ça se faisait à la main. Hein, on appelait défoncer. Défoncer la vigne, et pour en faire une ouvrée, parce qu'une ouvrée, c'est une surface du vigneron, c'est 400 mètres carrés. Alors pour en faire une ouvrée, le monsieur qui défonçait, il mettait 8 jours. Et puis après, il y a eu les chevaux. On mettait 4 chevaux, on sent, les uns derrière les autres, qui tiraient une charrue qui était assez grosse. Et puis après, l'évolution, ça a été les tracteurs. Ah, il y a eu une grande évolution, oui. Et ce qui a changé complètement la face, c'est le tracteur. Dans les années 56, à ce moment-là, ça a encore soulagé. Mais il faut dire que avec les chevaux, on travaillait, on faisait beaucoup d'heures, et ça allait doucement. Par contre, on avait une convivialité extraordinaire parce que, par exemple, quand on allait labourer nos vignes, on marchait à la queue leu-leu avec nos chevaux et souvent il y avait 2 ou 3 voitures avec les vignerons qui se mettaient dans la première, ils attachaient avec une corde le cheval qui suivait dans le chemin et on avait également quelque chose qui était sacro-saint à ce moment-là, c'était les 10 heures. Les 10 heures, c'était l'arrêt obligatoire d'une demi-heure. Et à ce moment-là, pareil, les vignerons, donc les hommes, ils avaient chacun leur cheval, ils se mettaient ensemble et ils cassaient la croûte ensemble. C'était merveilleux, alors que dès l'instant que le tracteur est arrivé, ça a complètement changé. Chacun était sur son engin, souvent éloigné de 300-400 mètres. Et puis, donc, cette convivialité, finalement, on l'a perdue comme ça. On avait tout le vin, en gros, en tonneau, c'était plus vite fait. C'était différent. Puisque maintenant, on fait la mise en bouteille et on reçoit souvent les clients. Voilà. Et puis on fait des expéditions à l'étranger, un peu partout. Enfin, on perd plus de temps, mais enfin, ça va. Puis il y a des machines qui mettent vite en bouteille, mais là c'était des années beaucoup plus difficiles. Ah ouais. Non, puis le métier de vigneron, c'était un métier de terrien. Hein. Ils ne cherchaient pas trop à faire de la bouteille parce que c'était compliqué, il ne fallait pas y louper.
Le vigneron, il partait avec sa pioche, il était heureux, et puis le soir, il rentrait fatigué, mais il était content. Il avait bien travaillé pour lui. Et puis les cuveries n'étaient pas du tout comme ça. Ouais. Les cuves en bois. Cuves en bois, les grappages, ça se faisait sur soit un égrappoir ou un grillage. Ouais. Il n'y avait pas de tenue de pluie. Ça paraît, maintenant, ça paraît normal, mais dans le temps, ben, ici, il pleuvait, vous Ils étiez toute mettaient la journée. un sac En jute. en jute plié comme ça, puis ça faisait sur la tête. Donc quand les vendanges étaient tardives et puis qu'il pleuvait, il fallait tout faire sous la pluie et vous étiez mouillé. Hein. Puis au début aussi, il y avait beaucoup de vignes, des vins moins bons, des vins de consommation ordinaire qui étaient dans les bas. Ouais. Et tous ces vins-là, souvent, partaient dans les bas, dans les bistrots à Dijon. Ouais. Ça partait en vrac, c'était au petit tonneau et c'était... Parce qu'au début, c'est pareil, les bouteilles, vous n'en aviez pas comme vous vouliez, ça valait cher. Oui. Vous n'aviez pas comme vous voulez, puis il n'y avait pas grand-chose pour mettre en bouteille. Ah, j'ai commencé dans un magnifique millésime 1975, il fallait vraiment s'accrocher, c'était pas bon du tout. Non, non, là c'était pas un très bon millésime pour 75. Bon, après il y a eu 76, donc on s'en souvient beaucoup mieux. On a rechuté en 77, après ça a été quand même de mieux en mieux. Voilà. Et maintenant c'est très bien depuis qu'Étienne a repris le flambeau. Un métier magnifique, mais qui demande énormément de compétences sur des tas de choses. Hein, il faut bien connaître ses terrains, il faut bien connaître sa vigne, hein, surtout maintenant avec la biodynamie. C'est un fait nouveau, ça, mais c'est un fait très exigeant. Hein, la biodynamie, puisque on lutte contre des parasites ou des maladies avec des produits qui ne sont pas agressifs, hein, qui sont souvent de la nature elle-même. Ça veut dire qu'il faut être très vigilant parce qu'autrement on peut avoir une catastrophe, on peut avoir un décrochement de qualité, etc. Hein, c'est très exigeant. Et Jean-Louis, mon fils, a commencé en 92. Et maintenant, il y en a beaucoup plus. Hein. Au début, ils n'étaient pas bien nombreux. Mais ça demande effectivement beaucoup de dons d'observation. Parce qu'il faut aller dans ces vignes, il faut voir déjà s'il y a un petit peu de mildiou qui arrive, s'il y a un petit peu d'oïdium. Je vous dis, c'est très exigeant. J'ai repris ma première vinification en 2009. Donc moi, j'ai beaucoup plus de chance. J'ai commencé par un bon millésime. La décennie qui a suivi était quand même assez bonne, il n'y avait pas à se plaindre. Voilà. À part ces quelques dernières années où plus des aléas climatiques, mais on arrive quand même à faire bon. C'est bien. Mais le métier, on peut dire qu'on s'éclate un peu plus dans le métier en ce moment que eux au début. Eux, c'était plus des terriens, ils aimaient la terre, ils aimaient la vigne. Oui. Maintenant, je disais tout à l'heure, on voit plus de monde, on sent que la Bourgogne est beaucoup aimée. Est-ce que c'est qu'un passage ou est-ce que ça va durer? On ne sait pas non plus. Oui. Mais pour l'instant, Gevrey-Chambertin, c'est connu dans le monde entier, quoi. On a fonctionné, je lui ai laissé donc les clés entre guillemets de la vinification, mais je lui ai dit je pense qu'il fallait lui dire, c'est que j'allais être attentif. Je le laissais faire, mais j'étais les premières années très attentif de ce qu'il faisait. Et s'il avait eu quelque chose qui n'allait pas, j'aurais été le premier à lui dire. Hein, je m'étais autorisé à être aussi le juge. Oui, il y a toujours une continuité dans la façon de faire le vin. Bon, c'est plus ou moins maintenant la technique qui change avec les tables de tri en entrée de la cuverie. Mais le style de la maison, est quand même, on le retrouve de génération en génération. Oui, la façon de cultiver les vignes, c'est toujours la même chose. Sauf que quelques petits détails près, oui. Oui. On fait maintenant beaucoup plus attention sur les entrants dans la vigne que dans les années 50 ou 60. Là, dans les années 50-60, c'était quand même beaucoup plus chimique. Oui, maintenant,
Moi, moi maintenant, oui. Oui. Du côté de ma maman. Ma maman, il travaillait dans les vignes. C'était un vigneron, mais depuis longtemps. Que mon père, Dugas, nous, on vient d'Auvergne, La Creuse. de la Creuse. Et puis, il a travaillé un peu ici, puis après, il s'est marié avec une vigneronne. Et puis, bon, ça, c'est le début de la... Oui, les Dugas étaient maçons dans la Creuse et ils ont monté pour faire les écluses du canal de Bourgogne. Ah oui, Et en passant en plaine de Saône, ben, il a connu c'était une bonne lot? Non, même pas là. Non, Peut-être une gourou. Gourouche. oui, oui. Et donc ce Dugas qui est arrivé, il a construit sa maison tout seul. Ah oui, c'est le début des Dugas. Mais en même temps, de l'autre côté, ça fait 3, 4, 5, 6 générations qu'on est dans la viticulture. Ah ben oui. Parce que le Grand Bourgeot, le Robespierre, il était Ouais. déjà... Mais c'est des familles qui ont toujours resté là d'un côté, donc... Ah oui. Parce qu'il y a eu un moment, la viticulture, ça gagnait pas, ça nourrissait pas son homme. Hein. à cause du phylloxéra surtout. Ah ben oui, là toutes les vignes périssaient et puis bon ben, le vin se vendait plus, il n'y en avait pas. Alors il y a quelque chose qui a bien marché, mon père, et quand on a goudronné les routes. Vous savez, les routes, anciennement, c'était des chemins blancs, hein, qui étaient pleins de poussière, hein, c'était blanc. Et quand il y a une usine à goudron à Gevrey, là, et tous les matins, ils partaient avec une tonne, et puis c'est plus de personne dessus, puis quand ils mettent du goudron sur les routes, et eux, ils mettaient du sable dessus. Ah, c'est une très bonne initiative qu'on a eue en Bourgogne de faire classer les climats. Non, ça apporte beaucoup. Les clients étrangers viennent quand même grâce à ça. Bon, enfin, ils venaient déjà avec le vin, mais enfin, là, il y a un sursaut encore avec l'UNESCO. Il me pose beaucoup de questions sur la particularité des climats, chose qui faisait un petit peu avant, mais c'était plus ouais, les différences de terroir. Et là, c'est vraiment pas vraiment de climat, des microclimats, des différences. Moi, des bonnes choses, je veux dire, c'est très bien. Il faudrait peut-être un peu plus de rigueur pour nous. On voit certains vignobles des fois qui sont moins grands que nous, qui sont mieux entretenus, et là on voit qu'il y a un peu plus de laisser-aller. Moi j'étais pour. Alors, j'étais pour et je comprends, certains étaient moins enthousiastes, parce que c'est vrai que ça va figer certaines choses. C'est sûr que construire dans un endroit, un périmètre comme ça va être bien plus difficile. Les gens ne le savent pas, mais ça, effectivement, les permis de construire vont être peut-être un peu plus difficiles dans certains cas. Puis alors, si tu enlèves une murée ou un machin, tu ne peux plus rien faire. Hein, On a commencé de différencier les lieux-dits avant 2001. On a commencé en 1995. On a unifié des vignes séparément. Parce qu'il y a une telle diversité de sous-sol que ça se retrouve forcément à la bouteille. Et puis vous aviez fait beaucoup de greffes avec le grand-père. Oui. Oui. Avec ma grand-mère Dugas, c'était la greffe. Avant le phylloxéra, on était en Villefranche, et après il a fallu un porte-greffe. Et la grand-mère faisait beaucoup ça à la main. Oui, à la main. Parce qu'il n'y avait pas de machine à cette époque-là. Ah non. Et puis elle travaillait même chez des pépiniéristes, mais des fois 10 jours, 15 jours, hein, à greffer toujours. Et elle arrivait à faire 2000 greffes par jour. Vous savez qu'une greffe, c'est un morceau de vigne mais sauvage, puis dessus on y met un morceau du pinot, du blanc, ce qu'on veut. Alors il faut l'entailler, faire une esquille, et puis pareil dans l'autre partie, et la mancher. Il fallait que ça tienne. Hein. Et puis après, il fallait les chauffer pour que la soudure, la soudure reprenne. Hein. Ils étaient mis dans des caisses avec de la... De la sûre.
Et c'était chauffé. Ce qu'il y a, c'est qu'à cette époque-là, chaque vigneron faisait sa plantation de vigne. Donc l'hiver, on s'amusait à greffer. Enfin, on s'amusait pas du tout d'ailleurs. Et donc là, jusque-là, ça allait, on mettait en chauffe et après on mettait en pépinière. Mais du coup, on n'a pas du tout les terres à pépinière ici. Si bien que le taux de réussite des plants avant la mise en terre dans les vignes était l'ordre de 35 à 40%. Ah oui. Après, ça s'éteignait des fois dans la vigne. Donc, pour ça que... Donc, ce qui restait était quand même naturellement plus résistant. Oui. Quand même, c'est là qu'il a voulu, il avait une sensibilité de culture sans engrais, sans choses comme ça, il l'a développé, certainement il l'a développé plus facilement que si j'avais été derrière lui. Parce que, bon, ben moi, si vous voulez, c'est des techniques que je n'appréhendais pas, donc je ne me serais peut-être pas lancé aussi rapidement, certainement pas dans cette voie-là. Et alors le maillon de la chaîne, ben, il doit se passer, mon père me l'a laissé, j'étais plus âgé, hein, parce que mon père était encore de la vieille école, et il ne laissait pas les fils comme ça diriger le domaine. Mon père, Louis, a côtoyé avec moi. Et mon père, c'est plus parce qu'au point de vue santé, il était moins... il a eu des problèmes de respiration, des problèmes de santé, donc il m'a passé le flambeau peut-être un peu plus rapidement qu'il l'aurait fait, enfin moi depuis les années 70, je vérifiais déjà quand même, mais plus encadré par mon père. Je ne me suis pas toujours dit que je voulais reprendre le métier. Je me suis renseigné un petit peu avant, enfin, à l'époque de l'orientation, à la fin du collège. Puis j'ai quand même pas mal cherché. Au bout d'un moment, j'ai réfléchi que c'était quand même un métier que j'aimais bien. Puis finalement, j'étais quand même la 7e génération, ça aurait été bête de ne pas continuer, parce que c'est joli, c'est pas courant. Et puis toi, tu chantais au cadet. Oui. Mais il faut dire qu'au début du siècle aussi, il n'y avait pas trop de transistors, il n'y avait pas de musique, donc tout le monde chantait. Et son père chantait, papy chante, mais il chantait très bien, et puis Alors, quand tu as eu 50 ans, il s'est inscrit au alors cadet de Bourgogne. il y avait beaucoup d'étrangers, je vois des Japonais, du monde entier qu'il y avait. Et personne au début de chanter, mon père chantait très bien, puis ma mère aussi, donc c'était normal que je chante. Il n'est ni beau ni grand mon verre, pourtant j'y tiens. Il servit depuis mon grand-père à tous les miens. C'est un souvenir de famille bien caressé. J'y vois quand le vin y pétille. Tout m'a santé, le cristal, le plus pur, le plus brillant, bohème, ne valent pas mon verre où burent mes amours. Seul à boire aujourd'hui, je le remplis quand même, en le buvant j'y vois fleurir mes beaux jours. Mon père me disait, tout de suite après la guerre de 14, en 1920, autour de 1920, 1925, 1930, toutes ces villes-là ont changé de main, à peu près. Pourquoi? Parce que c'était donc, comme je vous le disais, des gens qui avaient des rentes, ils ont été, disons, ruinés, entre guillemets, et comme ils avaient des vignes, mais ils n'y allaient pas, eux, hein, c'était des régisseurs, et à ce moment-là, eh bien, ils ont vendu leur vie. C'est comme ça que le château de Pommard a été vendu, qui appartenait à la famille de Blic. C'est comme ça que mon grand-père a acheté des Chambertin qui appartenaient aussi à cette famille de Blic. Et
puis vous avez énormément de vignes qui ont été rachetées à ce moment-là. Le domaine d'Amois, par exemple, c'est dans les années 20 qu'il a été racheté. Puis après, il a eu la marque. Oui, au tout début, ben avant le phylloxéra, c'était pas aligné, donc il n'y avait pas de cheval. Oui, Et après le phylloxéra, ils ont commencé à aligner des vignes oui. et de se servir du cheval. Après le cheval. Mais le cheval, c'était que des belles exploitations qui avaient déjà un cheval. Oui. Celui qui était en dessous, il y avait peut-être un âne, un mulet, et puis celui qui n'avait pas grand-chose, Oui. c'était tout à la main. Oui. Puis au Et début, puis les grosses exploitations avaient 2 ou 3 chevaux avec du gros attelage, tout. Alors les femmes, les hommes étaient avec les chevaux, faisaient les travaux durs, et les femmes avaient largement autant de travail que les hommes, puisque elles étaient comme toute femme, elle était au foyer, elle était à élever ses enfants, elle allait aux vignes, donc le métier était assez rude pour elle aussi. Alors à ce moment-là, moi j'ai travaillé jusque dans les années 60 avec les dames, et elles étaient à l'inverse de maintenant. Elles faisaient très attention de ne pas avoir des coups de soleil. Elles avaient oui, parce que il faut vous dire qu'à ce moment-là, les femmes un peu bourgeoises, elles avaient la peau très blanche. Donc, parce qu'elles n'allaient pas justement aux intempéries, au soleil et au froid et à la pluie. Alors donc, elles se garnissaient. Moi je me rappelle, il y avait des dames, elles mettaient des gants. C'était pas pour des gants fins. Elles mettaient des gants et il y avait surtout la fameuse capeline. Vous avez déjà certainement vu le bonnet des dames qui était fait avec C'était fait sur place. Hein. Et pour tenir ils prenaient des calendriers des postes. Vous voyez, c'était qu'ils enfilaient dedans. Et voilà. Donc il y avait encore, dans les années 60 aussi, il y avait encore quelques dames qui portaient leur capeline. Voilà. Et alors, la vigneronne, souvent, c'est eux qui taillaient. Le vigneron, tailler, ça veut dire enlever des tailles pour qu'il y en ait moins, pour faire meilleur. L'homme faisait plus le travail plus dur, souvent de la terre, de la bêche, de la pioche. Mais la femme, elle taillait. La femme taillait, tirait le bois. C'est presque que la femme qui faisait tout ce qui était le travail c'est vrai. sur la plante elle-même. À part l'homme, il faisait tout ce qui était le sulfatage. Puis elle écoutait bien. Quand on y allait à pied, Voilà, il allait à pied. au début. Voilà. Après, j'ai eu un vélo. Moi, je t'ai pas emmené sur mon cadre de vélo quand même un jour. Ben, si. Mais quand pour vous qui êtes jeune, il faut se remettre avant, et c'était pas du tout le même mode de vie que maintenant. Et on s'imagine pas trop. Ah oui. Quand il faisait bon, on emportait Oui. notre repas de midi aux Oui. vignes. C'était des femmes qui taillaient. Oui. En tout cas, le métier de vigneron, c'est un beau métier, on parle de rien et on arrive à quelque chose. Celui qui arrive à faire le vin, puis à le faire meilleur que le voisin, ben, c'est une réussite. Hein. Et il faut faire très attention quand on est viticulteur, faut pas se monter la tête. Il faut être, à mon sens, c'est ce que j'ai essayé d'inculquer à Jean-Louis, mon fils, il faut être modeste dans son travail, il faut avoir beaucoup de rigueur, parce que c'est vrai que nos vins sont des vins de haut niveau, mais ils sont aussi chers, voire très chers, et notre grand souci, c'est de ne pas décevoir le consommateur. Donc ça demande, moi je le remarque maintenant, les jeunes par rapport à la génération, la mienne, et les jeunes maintenant, ils cherchent vraiment tout le temps de faire de mieux en mieux. Et ils réussissent magnifiquement. Moi je suis très heureux de voir, par exemple à Chevré, de voir une foule de jeunes viticulteurs très capables qui font des vins tout à fait extraordinaires, mais ça impose à tout le monde de relever son niveau. On ne devient pas seul à un moment donné.
C'est très bien comme ça. On n'a pas bu encore. Si, ça y est, pas Alors, votre santé, excusez-moi, je l'ai peut-être pas dit. Et puis, qui c'est donc qui changeait la mule de sens devant des fois? Hein? C'était pas le père bousculé, mais je sais pas qui c'était. Ils ont fait quoi? Mais la mule, elle voulait pas avancer, donc il la reprenait, pareil, puis il a changé de rang, puis il repartait dans l'autre. Ah, le père Minodji, lui.